Madame, monsieur, bonjour. Son nom est synonyme de charme, de beauté. C'est une véritable légende vivante du monde de la couture et du monde de l'art tout court que je reçois sur ce plateau. Hubert de Givenchy est avec nous. Évidemment, son nom évoque les parfums, évoque la beauté d'Audrey Hepburn, évoque tant de souvenirs et tant de belles choses. Merci, Hubert de Givenchy, d'être avec nous sur ce plateau, alors que sort une biographie signée Jean-Noël Liot chez Grasset. Cette vie a été une vie de bonheur permanente. C'est vrai, une vie fantastique. Et je suis, en plus de ça, je dirais, tellement heureux d'avoir fait un parcours. Il y a des gens qui ne sont jamais contents de ce qu'ils font. Je ne dirais pas que je suis content de ce qu'ils font, je suis content de ce que le bon Dieu, je suis très croyant, de ce que le bon Dieu m'a donné dans ma vie. Ouais. Et de pouvoir déjà de faire ce métier, parce qu'enfant, je rêvais de faire de la couture. C'était une époque très, très difficile. C'était presque un rêve impossible. C'était un rêve, et un rêve impossible. Et à l'âge de 17 ans, j'avais une telle admiration pour Balenciaga que quand je regardais les journaux de mode, à chaque fois que je regardais les modèles de Balenciaga, j'étais étonné par l'architecture, la beauté, la simplicité, la force de ce que faisait M. Balenciaga. Donc à 17 ans, j'ai quitté Beauvais, je suis beauvaisien, pour venir à Paris et demander conseil. Je n'avais pas l'intention de rentrer chez Balenciaga, j'aurais bien voulu, mais je n'ai pas été reçu. Et de là, je me suis dirigé chez Jacques Fath. C'était pas la même, Jacques Fath était le couturier d'après-guerre, un homme charmant, et j'ai eu beaucoup, je dirais, de chance de rentrer dans une maison de couture. Puis j'ai travaillé dans 4 autres maisons de couture avant d'ouvrir ma propre maison. Qu'est-ce qui faisait d'abord ce toucher du tissu? Balenciaga vous a appris que le tissu, il vit, qu'il faut le respecter. C'est vrai, et vous voyez la chose intéressante, je suis en train de lire un livre sur les sœurs Callot, car le building de Christie's, où maintenant je travaille, a été la maison des fameuses sœurs Callot, qui ont été trois grandes couturières d'une époque, et où il y a énormément de passages qui me rappellent ce que disait Balenciaga. Balenciaga disait, avec raison, qu'une femme devait suivre sa robe, et ce n'est pas la robe qui devait suivre la femme. C'est-à-dire qu'un tissu a une vie, et que si le tissu bouge autour du corps de la femme, c'est pour ça qu'une robe est belle, c'est qu'elle ne reste pas sur une contrainte, et que si vous voulez essayer, la robe doit suivre le mouvement de vos jambes, ou quand vous marchez, la robe doit suivre avec élégance les mouvements. Et ça, c'est la vraie explication de la couture. Et c'est pour ça que, dans le fond, qu'on devient couturier. Le succès, même, on va dire, le triomphe est arrivé. Et les clients tout à fait prestigieuses qui sont venus vous voir. Vous avez inventé pour elles les plus beaux écrins. Alors, évidemment, on pense à Greta Garbo, on pense à la duchesse de Windsor, on pense à Marlène Dietrich, on pense à tant d'autres, à Rose Kennedy, à Jackie Kennedy, et puis Audrey Hepburn. Oui, alors Audrey, ce serait une longue histoire, mais Audrey est venue, et on m'a annoncé Miss Hepburn, j'ai cru que c'était Catherine Hepburn, donc je demande que tout le monde pouvait penser combien on adorait le style de Catherine Hepburn. Audrey est arrivée, elle venait de faire Vacances romaines, elle était tout à fait une jeune star, et elle m'a demandé de l'habiller pour Sabrina. Et après ça, nous avons fait les robes de Sabrina, ça a été un très grand succès, et tous ces films, sauf My Fair Lady et Guerre et Paix, j'ai habillé Audrey. Ouais. Et un style qui était son style, ouais. Je l'ai aidé. Qu'est-ce qui faisait que d'abord vous avez eu l'Oscar à Hollywood, le plus beau costume avec elle? Oui, mais enfin, ça, qu'est-ce qui faisait enfin, son charme, évidemment, cette magie, c'est-à-dire la rencontre entre le créateur que vous êtes et cette actrice merveilleuse? Je dirais c'est peut-être aussi que nous ne sommes pas quittés. Parce qu'on vous demande souvent de faire un film. Vous en faites un, vous en faites deux, à différentes actrices. Mais là, ça a été une continuité sans arrêt. Et chaque film, Audrey devenait de plus en plus une grande star. Et comme les Américaines et beaucoup de femmes voulaient s'habiller et avoir le look d'Audrey, forcément, ça m'a fait une publicité énorme pour moi et toutes ces Américaines, que ce soit les Pelley, les Whitney, les Mellon, tout le monde est venu en disant « j'aimerais avoir les mêmes robes qu'Audrey Hepburn ». Ça ne veut pas dire qu'elles avaient la même silhouette qu'Audrey, mais ça a été une association unique. Toutes les Françaises à ce moment-là voulaient ressembler à Audrey Hepburn et s'habiller Givenchy. Pas seulement le style de vêtements, mais le maquillage, là. Elle voulait avoir la forme des yeux d'Audrey, c'était extraordinaire. Et même encore maintenant, vous voyez le nombre de publicités qui continuent en se servant
même si ce n'est pas Givenchy, en se servant du look d'Audrey, Ouais. c'est-à-dire le décolleté Sabrina, les grands chapeaux, les lunettes noires. C'est Audrey. Ouais. Alors, il y a évidemment eu Greta Garbo, je le disais, Maria Callas, la duchesse de Windsor. Toutes ces extraordinaires personnalités, elles avaient des désirs, elles avaient presque des caprices un peu. Vous savez, dans les clientes, il y en a beaucoup qui ont des caprices, il y en a qui n'en ont pas, mais j'ai eu, je dirais, ce privilège formidable d'avoir des clientes fidèles et des clientes avec lesquelles nous nous aimions, nous nous comprenions. La duchesse de Windsor m'a demandé des choses que peut-être elle n'aurait pas demandé à quelqu'un d'autre. Quand le duc est mort, le duc de Windsor, elle m'a demandé de venir tout de suite la rencontrer. Et j'avais jamais vu la duchesse décoiffée, pas maquillée, parce que c'était toujours quelqu'un d'absolument impeccable. Et elle m'a dit, voilà, pouvez-vous me faire une robe noire et un manteau? Dans 2 jours est l'enterrement du duc en Angleterre. Et je lui ai dit, Votre Altesse, comptez sur moi, ça sera fait. Et pendant une nuit, un jour, on a réalisé. Mais c'est des choses, je ne crois pas qu'on pourrait les faire maintenant avec les 35 heures, mais c'était des choses qui étaient normales, c'était des choses qui vous donnaient même de la joie, même si c'était pour un événement très triste, c'était tout à fait normal de se dévouer et de faire tout ce que l'on pouvait faire pour ses clients. D'autres anecdotes, vous aviez des clientes du bout du monde, de Cuba, de n'importe où, Oui, ça c'est une anecdote amusante. Un jour, j'avais une cliente qui était la comtesse Camargo, qui était la femme la plus fortunée de Cuba, puisque sa fortune était le sucre. Et un jour, elle vient me voir et elle me demande de lui faire une tenue de débarquement parce qu'elle voulait débarquer à Cuba. Et là, j'ai cru qu'elle me faisait une blague. Et elle me dit, non, je viens d'acheter un oignon chez Cartier. Elle sort son écrin. Il y avait la montre en or, très belle, une chaîne. Elle me dit, voilà, je vais débarquer dans quelques temps. Je sais, par président Kennedy, ce qui me surprenait, qu'on va avoir un débarquement prochainement. Et faites-moi un battle dress. Alors, je n'ai pas voulu la contrarier. On a fait un dessin, un pantalon, une petite tunique, parce qu'elle était petite et forte, et puis 2 poches plaquées. Ouais. Et je la voyais sautant. Vous savez, comme on a vu au moment du débarquement en Normandie, sautant cette femme très bien coiffée, très élégante. Bien entendu, le débarquement n'a jamais eu lieu. Et ça ne vous empêchait pas d'habiller aussi Jackie Kennedy presque au même moment, hein? Oui, parce que vous savez, les clientes venaient chaque collection. Et puis il y avait des clientes qui, entre les collections, vous commandaient des vêtements spéciaux. Donc, ça soit Rose Kennedy qui m'a demandé d'aller lui coudre son rang de perles au bord de sa robe noire parce qu'elle pensait que si elle embrasse le cercueil du président, elle ne voulait pas que les perles fassent du bruit sur le cercueil. Ouais. Mais vous voyez des choses que vous ne verriez pas d'une façon courante. Mais ce n'était pas des caprices, c'était des idées, disons plutôt, que des clientes avaient, qu'il fallait respecter et qui forcément vous laissaient un peu, d'une façon un peu surpris. Il y a eu bien sûr le parfum, et vous avez été l'un de ceux qui ont été au-delà finalement de la mode, l'interdit. Évidemment encore l'image d'Audrey Hepburn, ce parfum qui a eu un succès phénoménal. La mode est devenue quelque chose de commercial aussi à un moment donné, quelque chose au-delà de l'art. Est-ce que à un moment donné, vous n'avez pas eu l'impression qu'on changeait de monde? Si. Et vous voyez, un des privilèges que j'ai eu, c'est dans le fond d'avoir fait ma carrière au moment où la couture était à son top niveau, si on peut dire ça. Parce que vous aviez aussi les vrais couturiers. Vous aviez Balenciaga, vous avez le vrai Monsieur Dior, vous aviez Madame Gray, vous aviez... Donc, il y avait une force et une clientèle formidable. Et on avait les acheteurs américains qui venaient. Donc, c'était vraiment le summum de la haute couture. Pour moi, je suis arrivé à ce moment-là, donc je ne peux être qu'un homme parfaitement heureux. La haute couture encore, par exemple, ce sont ces images. Yves Saint-Laurent, qui lui continue avec son nom, mais c'est vraiment lui qui est derrière et qui produit. Donc là, c'est un exemple d'image de la mode printemps-été de cette année. C'est un grand couturier, c'est quelqu'un que j'admire profondément. Yves, pourquoi? Parce qu'il respecte le vêtement, il respecte le tissu. Et je trouve que si vous ne respectez pas le tissu, pardon, à ce moment-là, à mon avis, vous ne pouvez pas être un grand couturier. Qu'est-ce qui fait la griffe de l'artiste? C'est non seulement son talent, je pense, mais c'est sa personnalité, c'est son choix des tissus, c'est sa création. Et sa façon d'être aussi. Je crois qu'un couturier a besoin de montrer sa personnalité, de l'expliquer.
Et au fond, si vous choisissez ce métier, c'est un tout. Vous êtes obligé, vous représentez non seulement une industrie, mais vous représentez une maison, vous représentez des ouvrières, vous représentez une usine de parfum, vous représentez des licences. C'est énorme. Ça paraît futile d'être couturier, mais croyez-moi, c'est pas du tout. Soit être aussi bien homme d'affaires, si vous êtes obligé de le faire parce que vous n'avez pas tous vos directeurs autour de vous, mais c'est un des plus beaux métiers du monde. Alors aujourd'hui, vous avez, on va le dire, quelque peu quitté ce monde, puisque Givenchy continue, mais plus avec vous. Non, pas de regret sur ce plan-là? Non, j'avais un contrat. Quand j'ai vendu mon affaire, j'avais un contrat de 7 ans. Bon, ces 7 années se sont terminées. On m'a demandé de renouveler et j'ai préféré ne pas renouveler parce que je pense que c'était bien que je m'en aille. Et puis 1 an après, on est venu me demander de travailler pour une très grande affaire que vous connaissez, qui est Christie's. Alors là, ce sont les ventes aux enchères de prestige. Vous avez carrément vendu la moitié de vos meubles. Vous êtes un grand esthète, un grand collectionneur. Oui, mais ça, c'est tout à fait autre chose. J'ai vendu une partie de ce que j'avais sélectionné, car j'aime pas tellement le mot collection, parce que je pense que, puisque j'allais dans le fond prendre ma retraite, ce qui n'est pas un mot que j'aime beaucoup, mais m'arrêter, voyager, à quoi servaient tous ces objets que j'avais choisis, que j'avais aimés. Alors j'ai fait un choix, j'ai fait mon choix, j'ai gardé une partie, je me suis séparé de l'autre. Une façon de commencer une autre vie, un peu? Alors je pensais d'abord que je voyagerais, je penserais ne pas rentrer chez Christie's parce qu'on ne me l'avait pas demandé à ce moment-là. Et donc j'ai pensé, ben tiens voilà, maintenant je vais faire des tas de choses que je n'ai pas eu le temps de voir, des tas de pays, d'apprendre. Parce que vous savez, quand vous avez de 17 ans jusqu'à mon âge, travailler sans arrêt. Je faisais des voyages, mais ce n'était pas toujours des voyages pour aller voir des musées ou d'aller voir des pays que je ne connaissais pas. Donc j'ai pensé que c'était mieux de me séparer de certaines choses, de voyager, puis tout à coup on me demande de travailler pour Christie's. Mais c'était très bien parce que ça m'a permis, c'est un peu comme l'histoire de l'art Christie's, vous avez des gens formidables, vous avez des experts. Alors, comme j'adore les objets et les livres et la peinture et les dessins, entouré d'experts, vous ne pouvez pas être mieux placé. Et ça m'a donné de nouveau envie de renouveler, non pas à collectionner, mais à sélectionner d'autres choses. Donc je continue. Parce que cet amour des objets, de beaux objets dont vous vous entourez, c'est aussi l'amour de ce qu'ils contiennent, ces objets. C'est-à-dire à la fois le chargé évidemment par ceux qui les ont créés et les souvenirs qu'ils colportent. Absolument. Et vous savez, vous ne sélectionnez pas simplement pour posséder les objets. C'est parce qu'ils vous donnent que vous les voyez et que vous avez envie de les posséder pour les avoir plus près de vous, de les caresser, de les déplacer, C'est surtout ça qui m'a plu et qui me plaît dans les objets. Qu'est-ce que c'est, Hubert de Givenchy, votre définition du bonheur? Le bonheur, c'est d'abord, je dirais, c'est de se sentir un homme heureux, c'est de se sentir un homme. Vous pouvez même avoir des contraintes, mais je vous ai dit déjà que j'étais croyant, c'est dans le fond d'apprécier chaque moment de la vie, chaque jour où on se réveille, de se dire, même s'il ne fait pas beau comme en ce moment, il va faire beau cet après-midi, c'est de se sentir heureux, c'est de se sentir bien en soi-même, et puis d'avoir des amis que vous aimez, et d'avoir des animaux que vous aimez, et puis de continuer. Que la vie vous a apporté tellement de beaux cadeaux. C'est vrai. Des cadeaux de la vie. Absolument. Hein? Absolument. Ouais. Il faut savoir remercier chaque jour. Merci infiniment, Hubert de Givenchy, d'être venu sur le plateau de TV5 parce que votre nom rayonne, a rayonné, rayonnera. Le style Givenchy était publié aux éditions Assouline. Et ça, je le recommande, c'est un magnifique ouvrage avec des photos. Et on y voit aussi vos meubles, on y voit aussi votre intérieur. L'homme de goût et on va dire l'esthète que vous êtes, évidemment, s'y retrouve. C'est aussi votre personnalité. Je vous rappelle le livre de Jean-Noël Liot, publié chez Grasset, Entre vie et légende, Hubert de Givenchy, la biographie qui vient de sortir. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et très très bonne suite de programme sur TV5.